Ça fait longtemps que je suis engagé à gauche. J'ai défendu défendu et soutenu pas mal de candidats par le passé, depuis 1995, de Lionel Jospin en passant par Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo, Claire Morel, François Hollande aussi, pour qui j'ai écrit certaines punchlines lors du débat face à Nicolas Sarkozy. Voilà, j'ai évidemment été très déçu de la politique qui a été menée pendant ces 5 années. Et donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce que faisait Jean-Luc Mélenchon, ça m'a beaucoup plu parce que je me suis dit, il a envie de faire vraiment quelque chose de différent. D'abord, il a cru que c'était un canular quand je l'ai appelé. Après, bon, il a compris que c'était sérieux. Et donc, on a appris à se connaître. Et donc, voilà, moi, j'ai participé à l'élaboration du programme. Je ne suis pas tout seul, hein, il y a eu 3000 personnes qui ont participé à ce programme. Et ce qui m'avait séduit au départ, c'était cette idée de la 6e République. C'est un lapsus révélateur. Mais voilà, d'essayer un petit peu de changer ce système, de donner plus de démocratie. Et donc ça a été un travail colossal qui a été fait pendant plus de 2 ans et demi. Et quand on discute avec les gens sur le terrain, on voit bien qu'il y a aussi des gens qui sont déçus qui ont mal compris en tous les cas le positionnement de Jean-Luc Mélenchon au moment du 2e tour de l'élection présidentielle. Et qui disent non, moi Jean-Luc Mélenchon, je voterai plus pour lui. J'ai écouté, si vous n'aimez pas la personne, si vous me trouvez trop colérique, sachez qu'il y a beaucoup de gens, en tous les cas, qui, eux, sont derrière et qui ont élaboré ce programme et qui se sont donné beaucoup de mal. Il y a 40 livrets, surtout dans tous les domaines. Donc, voilà, il faut aussi... il y a 2 poids, 2 mesures. Tout ça pour vous dire que là, on est au 3e tour, en fait, de l'élection présidentielle. C'est ça. C'est qu'on a encore la possibilité de ralentir, de stopper ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la Macromania. Macromania, c'est-à-dire qu'il y a voilà, ce monsieur très très habile qui a réussi par moult tactiques à nous donner un choix impossible au 2e tour d'élection présidentielle entre le Front National et tout ce que représente M. Macron. Donc voilà, là cette fois-ci, c'est pas pareil. Là, dans la circonscription, il y a 17 candidats. Le Front National est très très bas ici, on le sait. Donc là, moi j'ai voulu venir ici dans la 10e circonscription du 92 parce que je travaille à Issy-les-Moulineaux, souvent aussi à Boulogne, dans des studios de télévision. Et surtout, j'ai vécu aussi dans le 92, à Courbevoie, à Colombes. Je vote à Courbevoie toujours. Et donc voilà, tout le monde, même Jean-Luc m'a dit, écoute, c'est très difficile d'aller là-bas, tu vas te faire démolir. D'abord, déjà en termes d'image, un artiste qui se présente à l'élection présidentielle, donc je lui ai dit que j'ai pas attendu que la France Insoumise existe pour ne pas demander la permission aux gens s'ils avaient vraiment envie de le faire. Et ça me tenait vraiment à cœur, parce que voilà, on peut être un observateur du monde politique comme je l'ai été pendant de nombreuses années en faisant des sketchs. On peut essayer de piéger des gens au téléphone pour leur faire des canulars, faire tomber les masques des hommes politiques et aussi faire rire et réfléchir, mais au bout d'un moment, vous êtes là, vous vous retrouvez, même si vous donnez un éclairage un peu différent sur les réalités du quotidien, et que vous faites plein de tournées en France au contact des gens dans toutes les régions, et que vous sentez monter la colère, que comme j'ai pu le faire, créer des débats à la fin de mes spectacles, parce que c'était de l'humour politique, donc les gens ne sont pas forcément d'accord. Au bout d'un moment, on se dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre, quoi. Et là, c'était dans mes tripes, quoi. J'avais envie vraiment de passer à l'action et de ne plus simplement être dans un soutien intellectuel. Et donc j'ai voulu venir ici parce que je savais qu'il y avait très très peu de gens qui voulaient être candidats ici parce que tout le monde pensait que c'était ingagnable. Et moi je trouve que c'est un vrai combat politique de venir ici et que ça prend tout un sens qui moi me tient à cœur. Donc voilà, j'ai rencontré des gens formidables dans les groupes d'appui ici. Ils ont organisé un vote de confiance d'ailleurs, dès le départ, pour pas que je sois uniquement parachuté, comme on dit. Même si moi je me sentais légitime ici dans ce coin. Et donc voilà, on a eu un vote qui était digne d'une république bananière. J'ai eu 91% de vote favorable, donc je les en remercie évidemment. Et maintenant il va falloir retranscrire ça dans les urnes avec tous les électeurs votants. Il y a plus de 80 000 inscrits. En fait, il faut faire, pour être à la triangulaire, il faut qu'on arrive, bonjour, à faire 10 000 voix.
Si on arrive à faire 10 000 voix, on est dans la triangulaire, c'est-à-dire qu'on peut être donc 3 partis à se battre pour le second tour. Et là, ce ne sera pas la même parce que on sait que Jean-Luc est arrivé avec le mouvement en 3e position ici. Si on passe le premier tour, on peut facilement imaginer que les Verts, les communistes et certains communistes, en tous les cas, moi, ceux que j'ai rencontrés, que je suis allé voir, ils étaient un peu surpris que je vienne les voir, mais j'ai préféré les voir de visu et discuter avec eux de vive voix, les socialistes aussi. On peut imaginer qu'un front de gauche se constitue en notre faveur au second tour. On a fait, bonjour monsieur, une campagne, et on fait toujours, on revient de faire du porte-à-porte avec Ruben. Les gens sont assez surpris d'ailleurs quand ils ouvrent la porte de voir le candidat faire du porte-à-porte, surtout quand ils voient que c'est un artiste et qu'ils ont l'habitude de voir dans le petit écran. Ils se demandent si c'est pas une blague ou quoi, mais très très rapidement, ils comprennent que je suis vraiment engagé. Je voulais aussi vous dire, j'ai pris une petite note, donc je vais passer au passage petite note, que donc grâce aux élections législatives, il n'appartient maintenant qu'à nous de changer les choses, d'inverser cette tendance, qu'il faut absolument mobiliser tous ceux qui souhaitent s'abstenir ce coup-ci en se disant non, mais ça y est, on avait voté, là-bas on y croyait, mais là, ça y est, c'est gagné d'avance. Là, on voit bien justement qu'ils nous assènent des résultats de sondage qui sont évidemment organisés pour influencer les gens. Donc tout est possible et on se dit que cette année, peut-être que en fait, toute cette explosion qu'il y a eu des partis politiques, ces mouvements qui surgissent, ces mouvements citoyens, aussi bien le nôtre que En Marche, je trouve sont assez révélateurs peut-être d'une fin d'époque, peut-être à la fin, en tous les cas, j'espère, du capitalisme. La crise de 2008 nous a montré, en tous les cas, les limites de ce système, et depuis Nicolas Sarkozy, la France est quelque part un peu sous perfusion économique en soins palliatifs, à coup de soins d'austérité pour enrayer les dettes virtuelles, qui ne seront, il faut bien en avoir conscience, jamais payées. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une règle qui est européenne. Les dépenses de l'État ne doivent pas dépasser 3% du PIB. C'est une règle que le dirigeant politique répète sans forcément d'ailleurs rappeler d'où elle vient. Elle vient d'une solution d'urgence qui avait été trouvée sur un coin de table de l'Élysée sous Mitterrand. Tout ce que l'on sait, c'est qu'en dessous des 3% du PIB, les comptes de l'État se porteraient bien. Se disant, ce ratio est devenu un des piliers de la construction européenne, inscrit dans le traité de Maastricht en 1992, avec un taux minimum de 60% de dette publique. Et en fait, 60% de dette publique, jamais Berlin et Paris n'ont réussi à tenir ces barèmes. La dette publique est aujourd'hui en France à 96% du PIB. On sait désormais qu'un déficit de 3% du PIB, c'est un non-sens intenable. Pour réduire la dette, il faudrait donc économiquement plus de croissance et moins de chômage pour que des recettes fiscales puissent financer des dépenses publiques et que l'État ne soit plus obligé de faire ce qu'on appelle de la cavalerie, c'est-à-dire emprunter pour rembourser de la dette ancienne. Le respect d'un engagement de 3% ne peut pas être en tous les cas la seule solution économique, car l'objectif du déficit zéro ne prend pas en compte la conjoncture, il empêche l'investissement public dont nous manquons cruellement, et il n'y a solution. Apparemment, enfin en tous les cas, il n'y a rien pour moi de plus dangereux que de ne pas être conscient de ça, si on veut vraiment préparer ce qu'on appelle, nous, un avenir en commun. On cherche de la croissance économique sans vouloir accepter certaines évidences. L'évidence, c'est ce qu'on appelle, nous, en tous les cas, quand on a constitué le programme, le démultiplicateur de la dépense publique qui redonne de la croissance. C'est-à-dire qu'en augmentant le SMIC, on ne va pas permettre l'épargne, parce que les gens ont besoin de dépenser pour les priorités basiques de la vie avant de penser surtout à épargner. C'est donc là, en fait, une clé du mécanisme pour réamorcer la pente de la consommation. Il faut augmenter les salaires, d'une part, et à compétence égale, il est de notre devoir moral de légiférer, justement, et pourquoi pas à l'Assemblée, pour que les hommes et les femmes d'abord perçoivent les mêmes salaires. On peut difficilement imaginer qu'en 2017, le 21e siècle ne sera pas féministe. Comment imaginer que si notre République demeure la chose commune de tous, si on laissait la société patriarcale dominer
les esprits. Les femmes ne sauraient constituer une catégorie sociale parmi tant d'autres, puisqu'elles représentent la moitié de l'humanité. Est-il nécessaire de le rappeler, l'augmentation des salaires des femmes à la même hauteur que ceux des hommes permettrait de financer la retraite à 60 ans pour tous grâce aux cotisations supplémentaires. Donc comme quoi on peut faire d'une pierre deux coups, on peut tout simplement réparer une injustice sociale et en même temps financer une réforme économique pour le bonheur des gens. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, il a été validé par plus de 100 économistes mondiaux qui ont jugé réalisable et nécessaire ce programme. Le FMI est d'accord avec la plupart des grandes mesures de ce programme. C'est donc pas en fait, parce que ça revient souvent quand on est sur le terrain, on dit oh vous êtes des utopistes, c'est pas de l'utopie de décider où sont tout simplement les priorités budgétaires. C'est pour ça que quand moi je tracte dans la rue et que je rencontre des gens qui sont en famille, je leur dis est-ce que si vous êtes vraiment pour la gratuité des activités périscolaires, de la gratuité de la cantine, eh ben, vous serez intéressé par notre programme. Et ils disent oui, on va financer ça. Ben, voilà, on paye tous des impôts, il suffit juste de dire le budget, on les répartit d'une autre manière. Je voulais aussi vous dire, évidemment, qu'il faut que ce soit, comment dirais-je, oui, ça j'ai noté. Le nouveau ministre de l'Éducation actuel, hein, il faut se souvenir qu'il a supprimé 8000 professeurs quand il était conseiller de Nicolas Sarkozy. Il n'est pas venu donc gouverner par hasard, ni pour augmenter les chances de nos enfants de travailler dans des classes moins surchargées, ce que nous on souhaite, parce que effectivement là non seulement on commence déjà à voir ce qui va se passer au niveau de la casse du code du travail, mais ça va être pareil dans l'éducation. Alors pour un système qui répond plus aux espoirs, surtout des plus jeunes, je pense qu'on doit pouvoir permettre à tous ces jeunes-là de notamment peser aussi sur le corps électoral plus tôt dans leur vie. Et ça, Ruben nous en parlera tout à l'heure. Je pense que les jeunes savent eux aussi qu'il est préférable forcément de manger sainement, et on en est tous conscients, mais eux encore plus, ils n'ont pas envie de manger des cochonneries. Et on sait qu'aujourd'hui dans les villes, il y a eu des tests, et c'est Benoît Hamon qui avait fait déclencher ces tests-là. Dans la plupart des grandes villes, 100% des enfants sont atteints par les perturbateurs endocriniens. Bon, je ne vous parle même pas des pesticides, etc. Donc voilà, on vit dans un drôle de monde. Dans quelles conditions de vie on va continuer à accepter de travailler aussi, parce que bon, là, il y en a assez d'accepter que l'âge de la retraite puisse changer sans arrêt, sous prétexte qu'on vit plus ou moins longtemps. C'est vrai qu'on vit plus longtemps, mais en même temps dans quel état? À quel âge on a le droit de profiter d'être encore un tant soit peu en bonne santé pour jubiler un petit peu du temps de la vie et de ses plaisirs? On ne doit pas vivre pour travailler, mais travailler juste ce qu'il faut et puis vivre beaucoup. Ça, je crois que c'est du bon sens, c'est tout simplement une évidence. Donc pour moi, voilà, la priorité, c'est de partager le plus de moments de la vie avec ceux qu'on aime. Et je pense que c'est ça qui compte, que c'est l'amour qui compte. On a tous voilà, des enfants, et on est forcément sensible quand on voit la position de Donald Trump sur le climat. Ça fout un sacré coup de frein aux espoirs par rapport au changement climatique. J'ai fait une lettre ouverte sur les réseaux sociaux en français et en anglais, et on va l'envoyer aussi par la poste avec le guide de tout le programme de l'avenir en commun, parce que sans les États-Unis, moi je pense que la COP21 n'y arrivera jamais. En fait. Donc il faut absolument, d'une manière ou d'une autre, que les États-Unis reviennent dans cet accord. Au niveau du nucléaire aussi, on voit que nos voisins suisses, allemands veulent en sortir, et tant mieux. J'espère qu'ils vont nous inciter vraiment à le faire, parce que s'il y a un problème sur une centrale, ça ne s'arrêtera pas à la frontière. Hein, donc si les Suisses sortent du nucléaire et que nous on ne le fait pas, et qu'il y a un problème sur la centrale de Fessenheim, on se doute bien que ça touchera aussi les Suisses. Donc les Suisses viennent de voter à plus de 58% pour la sortie du nucléaire. En Allemagne, ils sont déjà à 27% dans le renouvelable. On est en retard, il ne faut pas perdre de temps. Il faut absolument voilà, convaincre les gens, leur faire comprendre qu'il y a des vraies urgences, qu'il y a 18 réacteurs qui vont arriver en fin de vie d'ici à 5 à 10 ans, et qu'il est préférable de dépenser 50 milliards dans du renouvelable plutôt que le double pour caréner des réacteurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire d'autre que
on a plus beaucoup de temps, en fait, pour essayer de donner, si ce n'est une majorité, au moins la possibilité d'avoir des groupes parlementaires qui puissent s'opposer à la politique qui va être menée pendant 5 ans. On est juste à quelques jours, donc il faut vraiment essayer de le dire au plus de monde possible autour de nous. Et il faut le dire haut et fort, parce que voilà, dans 15 jours, ce sera trop tard.